Prenons un exemple. Vous avez un patient qui vient vous voir pour une douleur thoracique. Eh bien, le regroupement de signes ou la présence de signes qui sont très spécifiques, très évocateurs, comme une douleur qui va être basithoracique ou médiothoracique, augmentée à l'inspiration, qui va être augmentée au décubitus dorsal et améliorée par le fait d'être en position assise, va évoquer ce qu'on appelle un syndrome péricardique. Normalement, votre travail s'arrête là, sauf dans les UE anticipés. Mais le travail du médecin ne s'arrête pas là, et en DFASM et aux UE anticipés, va vous apprendre à rechercher ce qu'on appelle les étiologies. Donc, une fois que vous avez défini qu'il s'agit que la cause est un problème péricardique, qu'il y a un syndrome péricardique, vous allez regarder les étiologies qui peuvent donner un syndrome péricardique, comme le lupus, les virus, les cancers, etc. Et vous allez en chercher des signes étiologiques spécifiques, cette fois-ci, de la maladie. Dans ce deuxième exemple, le patient vient vous voir pour une douleur abdominale et vous définissez qu'il y a ce qu'on appelle un syndrome occlusif, que vous avez dû voir avec le professeur Roudier ou le docteur Morin-Ingélu, Siméon. Ce syndrome occlusif associe des vomissements, nausées et un arrêt des matières et des gaz. Et vous le localisez au grêle, c'est-à-dire dans les parties les plus proximales du tube digestif, puisque les vomissements sont très précoces, mais le patient continue à avoir des selles. Généralement, la douleur est plus épigastrique. Eh bien, ce diagnostic de cause de la douleur abdominale va entraîner une recherche de l'étiologie de ce syndrome occlusif, et il y a notamment, mais je répète que vous n'avez pas à apprendre cette partie-là, il y a un volvulus sur bride, c'est-à-dire que quand la personne a déjà été opérée, vous avez des brides anormales qui se font tout autour du tube digestif et qui peuvent faire se vriller le tube digestif, ce qui fait qu'il se bouche. Vous pouvez naturellement avoir quelque chose que vous connaissez mieux, comme l'appendicite, ou parfois sous la forme d'une tumeur. Parfois, le diagnostic se fait de façon un peu plus compliquée parce que, par exemple, on va avoir besoin de la sémiologie biologique pour faire le diagnostic. Et si vous rencontrez un patient qui, par exemple, a des œdèmes, eh bien, très volontiers, on va rechercher, quand ces œdèmes prennent le godet, une baisse de l'albumine dans le sang qu'on appelle une hypoalbuminémie. Et cette hypoalbuminémie répond à de nombreuses causes, notamment ce qu'on appelle un syndrome néphotique, c'est-à-dire en gros une perte de protéines importantes dans les urines du fait de lésions des néphrons, mais ce peut être aussi une dénutrition. Par exemple, des patients qui ne vont pas manger, comme un patient âgé, ou vous pouvez rencontrer ça aussi dans les camps de réfugiés dans certains pays quand il y a la guerre. Et on peut trouver aussi, par exemple, une baisse de la fabrication du fait d'un trouble de fonctionnement du foie. Et la cirrhose hépatique en est une cause fréquente, notamment ça donne un des deux composants de la cirrhose hépatique est l'insuffisance hépatocellulaire qui fait que le foie fabrique moins d'albumine. Et cette cirrhose hépatique, une fois que vous avez fait le diagnostic, qui est la cause des œdèmes, vous allez chercher l'étiologie de la cirrhose, donc dans un deuxième temps, qui, je le répète, se fera en DFASM, et vous avez par exemple des hépatites virales, comme l'hépatite C, des hépatites auto-immunes, et en l'occurrence là, par exemple, on peut penser à une hépatite B qui est très fréquente, et qui se dépistera par biologie. Parfois, le diagnostic est un petit peu plus tortueux, un petit peu plus long, parce que, en fait, vous allez avoir une succession de tableaux de causes.
Prenons par exemple un patient qui vient pour une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement. Vous allez retrouver une insuffisance cardiaque droite parce qu'il a un reflux hépato-jugulaire, une turgescence jugulaire, éventuellement d'autres signes. Cette insuffisance cardiaque droite, qui est la cause de la dyspnée, va révéler une autre cause qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y en a d'autres, par exemple des atteintes du cœur en lui-même, comme par exemple un infarctus, ou une maladie inflammatoire du cœur qu'on appelle une myocardite, mais il y en a plein d'autres. Là, devant cette hypertension artérielle pulmonaire, qui peut se suspecter cliniquement par un éclat du B2 au foyer pulmonaire, va être diagnostiqué par une échographie cardiaque et parfois par un cathéter droit. Cette hypertension artérielle pulmonaire va être l'expression en fait d'une embolie pulmonaire, c'est-à-dire une embolie pulmonaire, c'est un caillot qui monte depuis les veines et qui va traverser le cœur et aller se ficher dans les artères pulmonaires. Et par exemple, l'embolie pulmonaire et les thromboses veineuses profondes qui les causent sont beaucoup plus fréquentes dans les cancers. Et si par exemple vous trouvez un cancer chez cette patiente, vous savez déjà que cette patiente ou ce patient a un cancer, et bien vous comprenez qu'en fait c'est une conséquence indirecte du cancer et qu'il y a une cascade de causes puis d'étiologies. Vous voyez donc que, en fait, la découverte du diagnostic est réellement un cheminement dans la tête du médecin avec des compétences qui vont être progressivement acquises grâce à la connaissance des causes, la connaissance de l'examen clinique dont on va parler après. Et donc c'est vraiment un élément extrêmement important et sans tête de médecin, ça va être compliqué de faire un diagnostic. Vous voyez donc bien que cette capacité diagnostique vient de vos cerveaux, à travers vos sens, notamment vos doigts, vos yeux, vos oreilles, parfois votre nez, qui vont permettre d'enregistrer un certain nombre d'informations que vous allez transformer en diagnostic. Voilà les étapes que vont suivre le diagnostic. La première des choses, c'est de repérer le motif de consultation. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ça n'est pas toujours très simple parce que le patient peut avoir des plaintes que vous ne retrouvez pas forcément, comme par exemple de la fièvre. On ne sait pas forcément ce que c'est que de la fièvre, et donc il va parfois avoir des difficultés et le motif de consultation sera à vérifier. La deuxième des choses, c'est, eh bien, par exemple, vous allez savoir quelles sont les causes de fièvre, ou quelles sont les causes, on va dire, de douleurs pharyngées. Eh bien, vous allez déjà vous représenter quand quelqu'un vient vous voir pour ça, ou les causes de tout, eh bien, vous savez déjà quelles sont les causes possibles, et donc vous allez déjà dans votre tête émettre des hypothèses. Puis, dans un troisième temps, vous allez faire un interrogatoire et un examen clinique qui vont être selon un canevas dont je vais vous parler après, qui est systématique. Dans un quatrième temps, une fois que vous avez bien vérifié votre examen clinique et votre interrogatoire, qu'il soit complet, vous allez argumenter chacune des hypothèses avec cet examen clinique. Et parfois, si ça ne suffit pas ou si vous avez besoin d'affirmer les choses, vous proposerez des examens complémentaires. Voilà, donc on va parler de chacune de ces étapes dans la suite.